Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Virginie, je suis ravie Virginie Zakarian de te rencontrer aujourd'hui. On se connaît via les réseaux. Alexia nous a mis en relation. Coucou Alexia, je te fais des gros bisous. Et je suis vraiment ravie parce qu'on a un univers de sensibilité qui me touche et j'avais envie d'en parler avec toi. Déjà, les titres de tes livres, ne serait-ce que L'audace de la joie, c'est un titre qui m'avait... Je me suis dit, waouh, pourquoi j'ai jamais eu cette idée en fait? J'adore. Et puis tu as écrit ces mots, des livres qui font du bien au cœur et à la tête. Et j'adore ça. C'est vraiment l'univers que j'affectionne, l'univers que j'aime. Donc, je vais te laisser te présenter. Je sais que tu as commencé à écrire par rapport à la maladie. C'est ce qui t'a amené à ce changement, je crois, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Et voir comment tu as osé, parce que c'est le thème de ce podcast. Ils ont rêvé et ils ont osé. Donc, merci de te présenter, merci d'être là et bonjour à tous mes auditeurs. Bonjour à tous, bonjour Laurence, merci de m'avoir invité à partager ce moment avec toi et puis tous les auditorices de ton podcast. Alors moi, je m'appelle Virginie, j'ai 43 ans. Effectivement, c'est la maladie invisible, la fibromyalgie, qui m'a amenée à prendre le chemin des mots et des images, parce que ce livre que j'ai écrit en 2016 est un témoignage illustré de photographies aquatiques, parce que je voulais sensibiliser les gens à travers les mots et les images à cette maladie invisible. Donc voilà, donc oui, j'écris des livres qui font du bien au cœur et à la tête parce que je crois que c'est ce que j'aime lire aussi. Oui. C'est ce qui m'anime dans la vie, c'est ce dont j'ai besoin. Et en fait, la maladie m'a amenée à me former à plusieurs approches. Je souhaitais être thérapeute et la maladie, quand j'ai voulu exercer le transgénérationnel et puis tous les outils que j'avais entre les mains. La maladie me mettait face à mes difficultés en fait physiques et, euh, et je me suis dit c'est pas possible, j'ai tellement envie d'accompagner les personnes avec toutes les connaissances que j'ai, toutes les expériences que j'ai eues et c'est à travers les mots en fait que j'ai décidé de les aider, d'être là pour eux. Comme tu dis parfois, il y a des personnes, tu en avais parlé sur le podcast à Virginie, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller rencontrer des thérapeutes, qui c'est difficile. Oui. Et du coup, la lecture, ça peut beaucoup les aider. Moi, c'est ce que ça a fait pour moi sur mon parcours quand je pouvais rien faire d'autre que lire. Donc, en fait, voilà, l'idée d'être présente et d'être utile avec tous les outils que j'avais dans mon cœur pour les gens à travers mes romans. Oui, surtout la fibromyalgie, avant qu'elle soit diagnostiquée, il y a un parcours terrible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai reçu beaucoup de patients qui en souffrent. Une fois que c'est diagnostiqué, c'est pas plus simple, mais il y a un mot, on sait. Mm. Mais il y a des fois des années avant de mettre ce mot de fibromyalgie qui vient. Beaucoup de mes patients me disent, mais les médecins, on dirait que je suis folle, me disent que c'est dans ma tête. Mais est-ce que tu as vécu un parcours aussi difficile? Oui, effectivement. Alors, moi, j'avais 26 ans quand la fibromyalgie est arrivée dans ma vie. À cette époque-là, les médecins diagnostiquaient peu de jeunes. Du coup, ma jeunesse a été un avantage, si j'ai envie de dire, parce que là, ils ont vraiment pris conscience de ma souffrance, vu que j'ai souffert d'une forme sévère. Du coup, j'ai été rapidement hospitalisée. J'ai eu beaucoup d'examens. J'ai été pris en charge de manière très large. Du coup, le diagnostic pour moi a été assez rapide. On s'entend, je le mets entre guillemets, parce que ça a duré 8 mois. Et quand on souffre 8 mois, c'est horrible, Oui, c'est déjà. bien sûr. Après, effectivement, quand on m'a donné l'étiquette de la fibromyalgie, ça a été intense pour moi, une libération, parce que enfin, comme tu le dis, on mettait un mot sur une souffrance et je pensais que ça allait me rendre légitime face aux médecins. Mais malheureusement, donc moi, c'était en 2007, quand j'ai eu le diagnostic, voilà, les médecins n'étaient pas forcément très... il y avait beaucoup de fibrosceptiques, comme on les appelle. Il n'y Oui, avait pas trop vraiment...
au propos de mes symptômes et de ce dont je souffrais. Donc, du coup, ça n'a pas forcément été simple. Mais en tout cas, à partir du moment où j'ai eu cette forme de reconnaissance, bah, c'est ce qui m'a donné du poids pour me dire, bon, bah, maintenant, je connais mon adversaire et elle va pas me mettre à terre. Ouais. Donc, voilà. Mais oui, c'est pas une maladie qui est facile à comprendre ni pour les gens qui sont autour, ni pour les personnes qui en souffrent. Absolument. Oui, Parce oui, j'aime bien que, ce terme de maladie invisible d'ailleurs, puisque ça l'illustre très très bien. ah Euh, oui, complètement. Elle ne se voit Elle, pas, elle se elle se voit ressent. pas, puis tout est impermanent en fait. D'un coup, on peut être bien, comme on peut se sentir mal, et ça fluctue tout le temps, les douleurs dans le corps, la fatigue. Ouais. Et puis c'est une maladie où c'est comme toutes les difficultés qu'on rencontre sur notre chemin. Il faut parfois et souvent du temps pour arriver à le comprendre, arriver à faire son chemin, avancer sur sa route. Et avec la maladie, c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai que quand elle est invisible, bah, parfois les personnes de notre entourage ont tendance à oublier ce Oui, qu'on peut traverser. Voilà, c'est pas facile de se sentir légitime quand on souffre oui, de quelque chose qui tout ne à se voit fait. Oui, oui. Il y a des patients qui me disent, je préférerais avoir quelque chose qui se voit pas. plutôt Mm. que cette pathologie qui ne se voit pas et on me regarde bizarrement ou on ne veut pas comprendre, même dans une sphère familiale des fois. Des gens pensent que c'est abusé parce que rien n'est visible. Mm. Bah, Donc, c'est pourquoi, en fait, j'ai voulu écrire ce livre, oui, témoignage que j'ai nommé Fibromyalgie, ce que vous voyez, ce que je ressens. oui, En fait, j'ai toujours dit que ce livre, je l'ai pas écrit pour les malades parce que moi, je partais du principe que j'avais rien à leur apporter. On souffrait, même si chaque personne souffre de sa propre fibromyalgie, que comme dans toute la vie, toute comparaison est nocive parce qu'on est tous différents. Donc, moi, je partais vraiment du principe que je voulais sensibiliser les personnes qui sont autour. Parce mhm, que quand on aime quelqu'un, c'est atroce de l'avoir souffrir sans pouvoir rien faire. ouais, On est parfois maladroit dans nos manières d'accompagner parce que je me rendais compte, quand je regardais mes proches, de tout l'amour qu'ils avaient pour moi, mais de leur impuissance. oui, Et voilà, je pense que j'avais cette capacité de me dire, mais moi, comment je ferais à leur place? Et voilà, je, à travers ce livre, j'ai voulu que les personnes qui accompagnent puissent comprendre d'une manière détachée, en lisant mon témoignage, ce que les personnes qu'elles aiment n'osent pas leur dire ou ce qu'ils n'arrivent pas à entendre. Et voilà, de leur dire que parfois, on n'a pas besoin de mots, on a juste besoin d'une présence. oui, Et, qui puissent voilà, offrir beaucoup d'amour et beaucoup de soutien aux personnes qui souffrent de cette maladie. C'était vraiment la dynamique de ce livre qui a après amené une autre dynamique parce que voilà, j'ai fait donc il est illustré photographie aquatique. Alors j'ai fait des photos dans l'eau parce que l'eau c'est un élément que je supporte plus depuis que je suis malade et d'accord. que je voulais pas que ce soit moi Virginie qui pose sur les photos. Et voilà, Alison Boons, qui est une photographe aquatique qui est vraiment reconnue aujourd'hui dans son domaine, m'a offert voilà cet espace pour donner vie et donner voilà la mettre en image la fibromyalgie. Et voilà, après ça a donné vie à toute une dynamique avec l'association Fibromagique que j'avais montée et présidée pendant plusieurs années, où l'idée c'était voilà de rendre visible l'invisible à travers plein de créations artistiques. Et c'est ce qui m'a en fait amené sur le chemin des mots, puisque j'arrivais à me reconnecter à ma créativité et à me dire, bon, bah, ok, maintenant, il y a la maladie qui m'emprisonne beaucoup, je pouvais plus travailler. Voilà, j'étais maman, mais c'était pas facile d'être une maman avec mes difficultés. Ma maman, à moi, m'a beaucoup aidée. Mon mari a toujours été très compréhensif. Mais voilà, c'était vraiment pas facile. Et voilà, de me reconnecter à cette créativité, bah, ça m'a permis bah, de vibrer ce mot oser, de Oui, dire bah voilà, maintenant je vais m'adapter à mes limites, mais je vais créer quelque chose. Et moi, ce qui m'a toujours animée, c'était pas de créer pour moi, c'était de faire pour les autres. oui, J'avais vraiment ce souhait de bah, que plus aucune personne qui souffre de ça puisse ressentir les mêmes choses que j'avais pu ressentir moi. Et là encore, je pense que ma jeunesse a été ma force parce que pour moi, il était hors de question que je vive ça à tout juste 27 ans ou même 30. Enfin, ouais, j'avais plus de 30 ans quand j'ai écrit le livre, mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir une revanche sur cet invisible.
Donc, oser pour toi, ça a été d'accepter finalement cette pathologie et d'en faire quelque chose d'utile. Ouais, oser, ça a été une forme de transformation, bah, finalement un peu comme une métamorphose, qui est le Oui, deuxième livre que j'ai écrit. Où là, quand j'étais donc présidente de l'association, où vraiment j'engageais toute mon énergie pour Fibromagie, pour tous les projets qu'on avait, j'avais vraiment envie de. Là, je me formais déjà à devenir thérapeute, donc j'avais vraiment comment dire, cette énergie de l'accompagnement. Je voulais vraiment leur offrir une bulle où elles-mêmes pouvaient se retrouver, se reconstruire malgré la fibro. Et donc, beaucoup me disaient, mais Virginie, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais, pour arriver à trouver l'énergie? Et du coup, j'ai décidé d'en faire un livre. Je me suis dit, bah, plutôt que de répondre au cas par cas, je vais bien faire sûr. ce livre, Le voyage de ma transformation, qui a été la métamorphose. Et à partir de là, voilà, ça a été, je me suis offert de me dire que j'allais guérir. Alors, avec le langage des oiseaux, ramener beaucoup Oui, oui, de oui. rire dans ma vie et pas forcément guérir avec le sens étymologique du mot, mais déjà d'inviter tout ça dans ma vie et d'amener plus de légèreté et plus de joie. M'offrir que même si j'avais voilà, quelque chose qui emprisonnait toutes celles que j'avais été, me reconstruire à l'intérieur Oui, et c'est oui, important. C'est vraiment important de voir. Et c'est une force en même temps que de voir les pathologies sous l'angle de guérir, mais comme tu le dis en langage des oiseaux. J'avais reçu Adeline Desmézy sur ce podcast qui Mhm. souffrait d'un cancer et qui, dans ses livres d'ailleurs, avait une positivité extraordinaire et qui, dans la vie, avait cette positivité. Et elle employait souvent ce mot de guérir. Et je lui fais un petit coucou de là où elle est maintenant. Elle puisait sa force et son énergie dans ses projets, dans cette volonté d'avancer malgré tout et voilà, de pas rester sur quelque chose de négatif ou de douloureux. Et je pense que c'est courageux, mais quelque part, je pense qu'il y a un instinct dans certaines personnes de profiter à fond. Quoi qu'il en coûte, on s'adapte, on accepte, parce que je crois qu'il y a une forme d'acceptation de cette maladie pour arriver à la dépasser de cette façon. Complètement. Après, pour être totalement honnête, je l'ai accepté sur ça, il n'y a pas de souci. Et quand je me suis lancée dans l'écriture, dans l'entrepreneuriat, où j'ai voulu vraiment m'afficher comme autrice, et ben là, je l'ai nié. Et là, ça a été douloureux pour moi. J'ai eu une étape en fait où euh, eh bien, je me suis fait dépasser par les rêves des autres. Hmm. Et, euh, et à trop vouloir, je te disais tout à l'heure, la comparaison, on est tous différents. Oui. C'est ça que les réseaux sociaux, ça a été vraiment difficile pour moi quand je m'y suis vraiment investie à vouloir produire et puis à vouloir, comment dire, être visible. Ouais. C'est ça que je trouve ça dingue. C'est toute cette forme de visibilité, invisibilité qui vibre énormément pour moi. Et ça vibre beaucoup. En plus, c'est touchant qu'aujourd'hui, on enregistre ce jour où tu sortes le podcast sur oser Oui, être oser être visible vu. Oui, parce que oui, c'est oui. vraiment quelque chose qui est difficile pour moi. Enfin bref, je vais revenir à ce que j'étais en train de dire, que j'ai perdu le fil. Mais c'est pas grave, continue sur oser. De toute façon, tu parlais d'invisibilité, de visibilité. Tu as une grande sensibilité, je suppose une hypersensibilité, et ce qui rend tout hyper, de toute façon, hyper quelque chose. Ouais. Et je ne sais pas, enfin, en tout cas, je te le disais en aparté, moi, être vue a été quelque chose de terrible pour moi. Je parle dans mon enfance, à l'école, je le dis dans le podcast, être au tableau était une torture, même si j'étais bonne élève. Et puis pas que, quand j'ai fait mon premier post Facebook, mais ça m'a pris des heures et ça m'a Hmm. torturée. Plein de situations comme ça où être vue me mettait hyper mal à l'aise. Et en même temps, à l'inverse, être transparente parce que évidemment qu'inconsciemment, je faisais en sorte d'être transparente dans des soirées ou autres. Hmm. On me dise, oh là là, mais tu étais là, on t'a pas vu, on t'a pas entendu, mais c'était abominable. Donc oui, je comprends cette difficulté et ce paradoxe de vouloir être visible et en même temps avoir du confort dans l'invisibilité. Je ne parle pas de la pathologie là. Non, non, mais je comprends. En fait, moi, je pense que j'ai retrouvé le fil, merci. Ce qui m'a, en fait, j'ai commencé à écrire à travers mon témoignage. Et là, le fil des ans et puis ma créativité m'a mis aujourd'hui à écrire des romans. Et j'avais envie, en fait, de me détacher de la maladie.
Parce Oui. que, en fait, voilà, j'avais plus envie qu'on m'associe à elle parce que moi-même, j'ai évolué. Aujourd'hui, ma vie avec elle est complètement différente qu'en 2016, quand j'ai sorti mon témoignage. Du coup, j'avais envie de me détacher d'elle et j'avais pas envie qu'on y raccroche à chaque fois. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai eu envie d'être aussi performante et aussi lumineuse que les autres autrices que je côtoie ou qui m'inspirent sur les réseaux. Et du coup, j'ai voulu être à leur hauteur en oubliant que moi, j'avais un invisible à gérer et puis que ça faisait partie de qui j'étais. Et donc, voilà, j'ai voulu me mettre de côté et je crois qu'à un moment, ça m'a rattrapée. Ça m'a rattrapée parce que je pouvais pas, voilà, suivre les rêves des autres qui n'étaient pas les miens. Je me rendais compte. Et puis que moi, j'avais ma route à suivre à partir de qui j'étais et pas à partir de ce que sont les autres. Et puis voilà, on le sait tous, mais on se fait tous embarquer Oui. par la dynamique des réseaux, ce que les personnes transmettent. Euh, et puis, selon les doutes qu'on a, on s'accroche aux réussites des autres. Et Mm. du coup, voilà, à un moment donné, je me suis dit non, maintenant, stop. Tu Il vas y vraiment a te recentrer. Martin Latulipe, qui a fondé l'Académie Zéro Limite, dont je fais partie. C'est une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup impactée. J'ai commencé ça l'année dernière et depuis, elle résonne souvent. C'est quand tu te compares, tu ne peux pas, en fait, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas le même point de départ que les autres. Bien sûr, On a bien sûr. tous un point de départ différent, donc se comparer est déjà faussé à la base. Certains sont partis sur ce chemin depuis très longtemps, donc ont beaucoup d'avance. D'autres ont plus de facilité ou de difficulté. Et se comparer, ben, on n'a pas le même point de départ. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Dans la comparaison, je crois qu'elle est humaine, mais je crois qu'elle est utile quand elle est là pour nous booster. C'est-à-dire qu'elle va devenir une inspiration et non plus Mm, une comparaison. mm. Oui, complètement. Et puis moi, là où je la transforme aussi, c'est que voilà, j'essaie de voir sur quel bouton elle appuie. Oui. Qu'est-ce qu'elle vient enfin, remettre en question sur moi, sur comment le regard que je porte sur moi, sur mes attentes, sur mes rêves, sur le plaisir que je peux ressentir dans ce que je fais. Donc voilà, en ça c'est bien, mais c'est vrai que là j'ai mis beaucoup de distance face à ça j'ai eu besoin de faire une pause. Et ça c'est vraiment nouveau pour moi. D'habitude moi je me sens vivante dans l'action, donc j'ai conscience que souvent j'ai besoin de projets, j'ai besoin de réaliser des choses pour me sentir utile. Et là, en fait, je me suis rendu compte que le 10 juin, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu besoin de stopper alors que j'étais vraiment en plein élan pour écrire mon roman que je souhaitais sortir à Noël, qui avançait vraiment divinement bien. Et ben non, j'ai eu besoin d'arrêter. Je l'ai pas repris depuis. Et, euh, et je me dis que c'est OK. J'ai plus envie en fait de me mettre de contraintes et de me sentir à côté parce que d'autres sont en train de faire et que eux, je pourrais avoir le sentiment que eux avancent et que moi non. Donc moi, je suis j'aime bien évoluer avec des images. Moi, c'est comme ça que ma créativité se fait dans ma tête. Et je crois en fait que je me vois comme une batterie qui a juste besoin d'être chargée. Et que Complètement. cette activité-là, elle est primordiale pour que je puisse avoir les ressources pour faire autre chose plus tard. Ouais. Erickson disait, qui a créé l'hypnose ericksonienne, Mhm. disait ne rien faire, c'est déjà faire énormément de choses. Parce que c'est prendre la décision de ne rien faire. Mhm. Et Ouais, c'est c'est un choix, ouais, c'est beau de Milton Erickson. Bon, j'ai été formée à cette hypnose ericksonienne et j'adore cet homme qui est un homme hors du commun. Et c'est vrai, c'est très juste parce que c'est dur de prendre la décision de ne rien faire. Ça va contre notre éducation, ça va contre Mhm. le regard des autres, mais c'est juste un respect de soi-même. Notre corps, il nous dit à un moment donné, stop, prends soin de toi, Mhm. recharge-toi. Et peu importe le temps que ça dure, en fait. Mhm. Complètement, ouais. Bah, ça, c'est vraiment ce que j'incarne aujourd'hui, ce que je vibre actuellement. Et c'est OK. En fait, ça me permet aussi de prendre de la hauteur, de prendre de la distance sur un peu tout ce que j'ai traversé ces derniers mois. Et puis, retrouver le plaisir, quoi. Moi, Oui, je veux plus. Je crois que c'est ce que la maladie m'a offert aussi, d'arrêter d'être dans des wagons, à vouloir toujours aller plus vite, faire toujours plus de choses en oubliant, en oubliant un peu de moi sur chaque passage. Et là, voilà, j'ai envie d'être pleinement moi et je sais que ça va nourrir d'autant plus mon roman.
Oui, Donc, sur oui, ça, j'ai complètement. vraiment... Tu te régénères à travers ce repos. Et en même temps, ton roman, tu l'as pas abandonné, il travaille dans ta tête, il Ouais, travaille. ouais, c'est Un bien, ouais. roman est toujours dans nos têtes, même si on n'écrit pas Mm, physiquement, on écrit dans mm, nos têtes, on s'imprègne de plein de choses, de situations, des personnages, etc. Donc, mm. voilà. Et quand il aura suffisamment mûri, ou que toi, tu auras suffisamment récupéré, ou les deux en même temps, ben, il se posera naturellement. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est respecter son rythme. Et même dans l'écriture, d'ailleurs. Moi, je me suis lancé un défi à l'inverse du tien d'ailleurs. Autant j'ai pris beaucoup de temps à écrire un deuxième roman entre les deux, autant là, je me suis lancé une saga et par respect pour les lecteurs, je veux pas mettre plus de 6 mois entre chaque tome. Mhm. C'est la première fois et pour l'instant, bon, j'en suis au deuxième, donc ça va. Je suis transportée par le plaisir de faire plaisir à sortir ce deuxième tome dans les temps. Après, je me dis, si je n'y arrive pas, si c'est retardé, tant pis. Mais voilà, Mhm. je ne me mets pas la pression. La pression va m'enlever toute mon inspiration. Ouais, complètement. Ouais. Bah, moi, là, c'était la première fois que je me mettais une deadline, tu vois, vu que je voulais vraiment le sortir pour Noël. C'est la première fois que je me mettais une deadline et ça ne correspondait pas avec le planning de ma correctrice. Je voyais qu'il aurait fallu que je mette un peu de pression à mes bêtas. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, Virginie, il y aura des Noëls chaque année. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème, même si c'est l'année prochaine. Donc, et là, en fait, le soulagement que ça m'a fait de me dire, non, mais attends, en fait, pourquoi je courrais après le temps? Pourquoi je voudrais m'infliger ça, en fait? Non, il y a tellement d'autrices en plus qu'ils vont bien en trouver des, des lectures de Noël. Et puis voilà, puis je crois que j'avais vraiment besoin peut-être de prendre de la distance avec plein de choses sur un point émotionnel pour être vraiment alignée. Et moi, je veux vraiment, je suis attachée à mes personnages tout comme toi. Et j'avais vraiment envie de les mettre en lumière à la hauteur de ce qui me font vibrer à moi. Oui. Donc, je pense que j'avais besoin peut-être de poser les choses, de me ressourcer, de me recharger pour être vraiment présent pour eux, parce que ça aussi, c'est un des symptômes de la maladie. Parfois, on cherche nos mots, on a du mal à construire une manière de réfléchir, de penser. Et quand j'écris, quand je suis dans ces moments-là, je mets énormément de temps pour arriver à formuler des phrases ou alors je, j'ai des problèmes de temps. Enfin bref, après mes bêtas, elles se tirent les cheveux. Donc, par respect pour elles, je préfère faire les choses un peu correctement et d'être au mieux de ma forme pour faire tout ça. Oui. En tout cas, on sent ta belle énergie et ce respect de toi. Donc, ça, c'est important. Et en te respectant, je trouve en se respectant, on respecte nos lecteurs. Parce que du Oui. coup, quand on met quelque chose enfin, sur le marché, c'est abouti. En tout cas, c'est abouti en ce qui nous concerne. Voilà, on a donné le meilleur de nous. Après, ça ne peut ne pas correspondre à certains lecteurs, mais enfin, moi, j'ai besoin d'être OK en me disant, ouais, c'est bon, il est passé en bêta lecture, il a été corrigé, il est prêt. Et toi, tu as doublement comment dire, cette volonté parce que tu ne peux pas toujours faire comme tu veux. Ton corps, des fois, prend le dessus. Il doit y avoir des moments où tu as envie dans ta Oui. tête et que le corps, lui, il dit non. Ah oui, bah ça m'est déjà arrivé, oui, plein de fois de devoir faire des pauses parce que j'ai pas d'énergie. Et là, par contre, c'est énormément frustrant parce que Oui. toute ma créativité, je l'ai au bout des doigts. Et là, j'ai pas l'énergie pour, ou alors j'essaye, mais j'y arrive pas. Donc là, oui, c'est vraiment difficile. Et là, je dois vraiment rester centrée et avoir confiance, me dire que ça va aller. Donc là, je parais peut-être un peu folle, mais je vais me parler à moi-même, je vais me parler à mon corps en disant, bon, bah là, je suis OK, j'entends, tu peux te reposer, OK. Mais par contre, il va falloir qu'à un moment donné, tu m'offres de vivre ça parce que je veux pas que tu m'en prives. Donc là, après, c'est un accord avec moi-même et toutes les parts de moi où on sera On a le la même folie alors parce que Donc voilà. Mais là où c'est le plus difficile pour moi, quand je suis dans la phase de création, je suis vraiment emportée. Il y a quelque chose qui me dépasse. Pour moi, je suis un canal et voilà, il y a un flux qui me traverse auquel je donne vie. Même si, bien sûr, il y a tout un travail, mais il y a cet élan de créativité qui est là, qui m'anime. Là où c'est vraiment dur pour moi, c'est de la phase de retravail. Donc, soit après mes bêtas ou après la correctrice où là, c'est une autre partie de l'intellectuel qui est mis en place.
Et avec celui-ci, c'est celui où j'ai le plus de mal à m'entendre. Et lui, il me fait douter de tout. Enfin voilà, vu que j'ai pas vraiment confiance en moi sur tout ce qui est scolaire, on va dire, j'ai eu une enfance un peu difficile à ce niveau-là. Donc du coup, dès que je suis face à cette partie de moi, eh ben il y a cette petite Virginie qui est face à l'écran et qui doute de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit et qui voit plus de sens. Et mes personnages, après, je commence à les détester parce qu'ils ont été trop là et que je me dis, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi, je sais pas à la hauteur. Donc oui, il y a plein de difficultés qui s'ajoutent à la fibro, mais en fait, avec la fibro, pardon. Mais moi, j'ai toujours été, je crois, de ces personnes à qui on dit, bah, tu n'y arriveras jamais, et que ça me donne une force pour Oui, prouver que pour je vais y prouver arriver. l'inverse. Donc voilà, à chaque roman, je crois que c'est un peu ce qui m'anime de me dire, bah, j'y arriverai jamais, ça plaira pas, tu trouveras pas ton lectorat. Et tout comme toi, les retours que je peux avoir, bah, voilà, il y en a certains qui aiment pas ou qui comprennent pas mon univers, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et puis il y en a d'autres, voilà, à qui ça a amené beaucoup de lumière que j'ai voulu leur insuffler et tout a fonctionné, donc c'est Et parfait. ça touche tellement. Et toi, tu as et donc écrit ces deux premiers livres qui sont liés principalement à la maladie. Et ensuite, tu as fait trois romans. Voilà. En fait, les romans sont nés de la succession de toutes mes formations, j'ai envie de dire, et dont la dernière où j'ai été formée pour être accompagnatrice en transgénérationnel, où là vraiment c'est ma passion, mais moi, j'ai envie de dire depuis que je suis petite, parce que moi j'ai toujours été de ces enfants qui allaient écouter les grands-mères raconter leurs histoires. Enfin voilà, j'étais passionnée de toutes ces histoires de famille, dont celle de ma famille. Et du coup, voilà, Céleste c'est le personnage de mon premier roman que le meilleur soit, est arrivé dans ma vie et voilà. Au début, ça a été bloqué parce que je commençais à l'écrire en janvier 2020, donc il avait bien évolué. Puis après, bah, il y a eu la Covid où j'ai dû m'occuper de mes filles, donc je l'ai mis en pause pendant, pendant un an. Et en 2021, je l'ai repris et là, j'ai dit non, mais je m'en fous, il peut y avoir tout ce qu'il veut, je vais écrire quand même. Mais là, l'univers m'a trop écouté parce qu'il a quand même continué à mettre des confinements. Donc là, par contre, j'écrivais Ouais. le soir. C'était un peu compliqué, mais voilà, je m'étais mis ce challenge que là, maintenant, ça suffisait. Il fallait vraiment que je l'écrive. Et, euh, et voilà. Et là, ça a été comme si j'écrivais un livre pour la première fois. Parce que là, c'était un roman et pas un témoignage. Je parlais pas de moi. La construction était complètement différente. Là, je me disais, mais tu sais pas du tout faire, Virginie. Puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'un point de vue scolaire, j'ai toujours eu des difficultés quand j'étais enfant. Du coup, j'ai pas eu un parcours, enfin, j'ai pas beaucoup lu quand j'étais jeune. J'ai pas été très bonne en français. Enfin voilà, moi c'était vraiment l'artistique où il y avait ma fibre, puisque j'ai fait une école de communication graphique pour être infographiste. Donc moi c'était vraiment le dessin, ma manière de m'exprimer, ma sensibilité, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, j'étais écrire un roman, je me disais mais vraiment tu te prends pour qui quoi? Ça va vraiment pas le faire du tout. Ça va être n'importe quoi. Mais bon, je me suis dit, écoute, peut-être t'en feras qu'un, peu importe. Donc, dans celui-ci, je pense que j'ai été généreuse en disant que ce sera peut-être le dernier. Et j'y ai mis beaucoup de choses qui m'ont passionnée. Et voilà, il est très, très riche, je crois. Et puis, voilà, de Céleste, après, il y en a d'autres qui sont nés parce que, tout comme toi, je pouvais pas abandonner mes personnages et on les retrouve dans les suivants sans que ce soit une saga, on peut forcément y lire de manière décomposée. Mais voilà, je me disais qu'en fait, chaque personnage a quelque chose à raconter et je me voyais pas les abandonner au bout d'un roman. C'est difficile, hein. Je l'évoque souvent lorsqu'on termine un roman, parce que moi, Irrésistible Lumière, mes personnages ne reviennent pas dans les fragments du destin, mais j'ai une idée Mhm. pour quand même, il y aura un petit truc par la suite. Et j'ai été très triste de les lâcher. Il y a Mhm. vraiment, c'est comme si on tournait la page sur quelque chose, et il m'a fallu du temps pour reprendre les fragments du destin que j'avais déjà entamés lors d'un voyage au Mexique. Et c'est vrai que c'est difficile, on s'attache à ces personnages finalement, ils font tellement partie de nous tout le temps. Ouais, puis Et moi, il y avait une bande de copines et du coup, qui a beaucoup plu aux lectrices. Et je me suis dit, non, mais en fait, je vais les mettre chacune en lumière parce qu'elles ont nourri Céleste dans son parcours.
parcours et j'avais envie vraiment qu'elles prennent la lumière chacune à leur tour. C'est bien en tout cas. Et les titres sont toujours très bien choisis. J'adore l'audace de la joie. Mais quand j'ai vu ce titre, quand tu l'as mis, j'ai dit, mon Dieu, mais j'aurais aimé le trouver, tu vois. Tu sais, il y a des fois des choses, tu dis, mais pourquoi tu n'as pas eu cette idée? C'est Mm. très inspirant en tout cas. J'aimerais moi rebondir sur le fait, comme le thème c'est oser, tu parles beaucoup de tes doutes, de ce manque de confiance en toi. Donc tu as dû beaucoup oser pour arriver à parler enfin, faire sortir tes romans, les faire naître, les montrer Mm. après ces doutes. Tu as des outils, tu as des astuces que tu pourrais peut-être partager, si tu en as envie, bien sûr, Virginie, rien n'est obligatoire. Ah ouais, non, non, pas de souci. En fait, je réfléchis en même temps que tu m'interroges. Je crois que euh, mon meilleur outil, je crois que c'est ça, de me dire en fait, de croire en mon projet et puis de me dire que d'y aller sans aucune attente. C'est-à-dire, moi, ça me fait plaisir d'écrire, donc je vais écrire. Alors après, je suis hyper perfectionniste. Alors oui, il faut dire que j'investis beaucoup dans mes romans, puisque après, voilà, d'investir sur la correctrice. Alors après, moi, j'étais infographiste, donc c'est vrai que toute la mise en page, je peux la produire. La couverture, je peux le faire, mais bon, j'achète quand même les images. Mais voilà, ça demande quand même beaucoup d'investissement et moi surtout en termes d'énergie, où là vraiment je, je capitalise sur mon énergie à moi parce que voilà, c'est quelque chose que je prends sur ma vie à côté. Donc quand j'emploie beaucoup d'énergie pour mon roman, bah c'est de l'énergie que je mets pas dans ma vie de maman et dans ma vie de tous les jours. Donc il faut vraiment que, que ce soit juste au final sur l'équilibre de la vie. Mais je crois que j'ai envie de croire en moi. J'ai envie de transformer tout ce dans quoi on m'a enfermé ou j'ai cru qu'on m'avait enfermé plus jeune. Et c'est une revanche en fait sur la vie pour prouver aussi et peut-être inspirer les gens de dire ok, bah, il y a ce qu'on se sent pas capable de faire et puis il y a ce qu'on va faire pour nous. Et ça, c'est peut-être égoïste, mais j'ai jamais écrit pour les autres, mais j'ai toujours réalisé ce que moi je voulais leur offrir en fait. Ce qui fait que j'ai jamais écrit un roman dans l'espoir d'intéresser les gens ou une certaine niche de personnes. J'ai écrit des livres bah, que ça me faisait kiffer d'écrire. Et Oui. puis après, voilà, j'ai confiance en la vie pour que les personnes puissent trouver euh, certaines peut-être rien, mais d'autres peut-être des outils ou voilà de l'espoir, de la lumière, comme moi j'ai pu vouloir le semer à l'intérieur. Et c'est vrai que toutes mes formations, puisque j'ai eu quand même un parcours de plus de 10 ans de formation dans différentes approches, mais j'ai rencontré plein de personnes, j'ai eu voilà des expériences de vie vraiment transcendantes, j'ai envie de dire, et c'est vraiment ce qui nourrit mes livres. Donc parfois, je sais qu'une personne m'a dit récemment que le personnage Jérémie de mon dernier roman, L'audace de la joie, était peut-être un peu trop parce que c'est un homme qui a eu 1000 vies, qui a eu vraiment une vie riche. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je dis, OK, bah en fait, je te souhaite un jour d'avoir la chance de rencontrer un personnage comme Rémi, parce que dans la vie, il y en a plein. Bien sûr. Oui, oui. Donc voilà, ça me permet, moi, parce que je crois que mon perfectionnisme, là où ça m'enferme quand j'écris, c'est que je veux toujours être réaliste. Je veux justement pas qu'on puisse me reprocher ça. Je veux vraiment que les personnes puissent voir qu'en fait, je mets l'accent sur des moments de vie qu'elles peuvent vivre aussi et pas que je parle dans quelque chose de fantastique ou de trop perché, entre guillemets. Et, euh, et du coup, en ça, mon perfectionnisme m'empêche parfois parce que je veux vraiment être juste, et en fait, je me rends compte que ça, c'est impossible parce que chacun lira le livre à partir de qui il est. Et puis Donc, voilà, ça va résonner dans la personne en fonction de sa propre sensibilité. Et complètement. quelqu'un qui n'a jamais connu quelqu'un qui est trop, effectivement, ça peut paraître énorme. Moi, je rencontre des gens qui sont trop, mais c'est jamais trop, c'est eux tout simplement. Et Mm, puis, si tu regardes toi tout ce que tu fais, moi tout ce que je peux faire, etc., on peut sembler trop pour certaines personnes aussi. mm, Et pour nous, c'est complètement. notre quotidien, c'est notre naturel. Donc, chacun a sa grille de perception finalement, et on ne pourra jamais rentrer dans toutes les grilles, et je ne crois pas que ce soit ce qui soit souhaitable d'ailleurs.
Je pense que c'est ce que Non, tu exprimes, c'est garder notre unicité, la mm, respecter, essayer que les gens apprécient la qualité. Comme tu dis, tu es perfectionniste, tu cherches à produire de la qualité, que ce soit dans le contenu, mais aussi les correctrices, la mise en page, la couverture. C'est un respect, moi, je trouve, pour les lecteurs. Mais après, on sait très bien qu'on ne va pas rentrer dans toutes les cases, et tant mieux, quelque part, ou tant pis, peu importe. Et écrire, hein, parce que la niche, c'est une niche populaire. Moi, je ne sais pas faire non plus. Je te rejoins sur plein de choses, mais sur ça aussi. Parce mm, que moi, j'écris parce que le truc m'a traversé l'esprit. Comme j'aimais bien ta notion de canal, en fait. On reçoit mm. quelque chose et c'est comme ça que ça vient. Et peu importe la niche que ça va, ça va aller se placer, en fait. Ben ouais, en plus, je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit, enfin, quand j'ai commencé à écrire mon roman que je souhaitais sortir à Noël. Et en fait, je voulais mettre un peu à distance toute la spiritualité qu'on peut retrouver dans mes romans. Et, euh, et je me suis dit, non, là, je vais faire un truc un peu différent. Je vais faire un peu une comédie de Noël, tout ça. Mais en fait, ça m'a rattrapée. C'est impossible qu'il n'y ait pas ça parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de ce que je vibre au quotidien. Et puis voilà. Et en fait, j'ai souri quand j'ai commencé à voir la mélodie du clavier qui était en train de se dessiner là et de voir mes personnages. Je leur disais, mais vous êtes des coquins, vous, parce que ça, c'était pas prévu, ça. C'est Je fais, ça. bon, bah, ok, de toute façon, je peux pas aller à l'encontre de ça. C'est ce qui émane de moi, c'est ce que j'ai aussi envie de partager parce que c'est ce qui me passionne. Et j'y allais, c'est ok. Et je pense que ce qui me permet d'oser aussi, c'est voilà, d'avoir confiance que chaque roman va me permettre d'être au plus près de qui je suis, que je vais évoluer avec eux aussi, et que ce stress à vouloir bien faire, c'est aussi toute ma passion et toute ma ferveur à vouloir partager et offrir de passer des bons moments aux lectrices. Donc voilà, je pense que pour oser, il faut déjà se faire confiance et, euh, et rester recentré. Comme tu l'avais dit dans un ancien podcast, toujours se rappeler pourquoi on a commencé. Ouais. C'est cette phrase, moi, qui vraiment, je l'ai mise sur un marque-page. Hein, quand tu veux arrêter, souviens-toi de ce qui t'a fait commencer. Et elle fait tellement ressortir cette énergie du début et te dire, mais oui, c'est ça, c'est ce plaisir-là que j'allais chercher. Et c'est ça que je veux retrouver. Et quitte à évoluer, hein, trouver le plaisir dans un autre thème, etc. Mais Bien sûr. voilà, souviens-toi de ce qui t'a fait commencer. Et moi, c'est vraiment une phrase qui me porte. Et comme je le dis, j'ai vu cette phrase dans un film. Il n'y avait pas l'auteur de citer. Et c'est dommage parce que je la cite très, très souvent. Ce film, c'était une jeune femme qui divorce, qui en a ras-le-bol de sa vie et qui décide de faire un trek toute seule aux Mm. États-Unis. Et souvent, il y a des endroits où il y avait des petits carnets, les gens notaient des Ah choses. oui, Et c'est, oui, oui, je vois voilà, exactement. En plus, ce film est tiré d'une histoire vraie, hein. tout à fait. Je crois que le titre, c'est Wild. Oui, Et, oui. Non, non, pas sûr. Mais je vois exactement lequel c'est. Je l'ai vu également. et donc, c'est là où il y a eu cette phrase. Et elle Mm. s'est imprégnée en moi. Tu sais, il y a des fois des phrases comme ça qui Oui, s'imprègnent bien sûr. et qui restent en toi, sûrement qu'elle te parle beaucoup. Et Mm. je l'ai mis sur mes marque-pages en marquant auteur inconnu parce que je n'ai pas le nom de l'auteur. Donc si quelqu'un le connaît, ben, il pourra toujours me le donner, je le rajouterai. J'en profite pour lancer un appel. Mais oui, 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 c'est cette phrase qui m'anime et qui me porte quand des fois je m'essouffle un peu, je me dis, mais attends, rappelle-toi ce qui t'a fait commencer. Quoi que je Mm. fasse, que ce soit des fois des posts ou des podcasts ou autres, ou les romans, je me dis, mais attends, c'est quoi qui t'a animé à faire ça? Et c'est Et je rebondirais aussi, je rajouterais quelque chose que tu as partagé avec Virginie Corelli sur ton podcast. L'autre jour, vous évoquiez le fait que parfois de prendre une pause, ça permet d'avoir un autre rêve en fait, ou un autre projet qui arrive, qui c'est ça. t'amène à et de rebondir. Et donc voilà, de se dire parfois on commence pour une raison qui est celle-ci à un instant T, et puis on évolue dans cette raison, puis qu'à un instant après, au moment où on en est là maintenant, bah, c'est une autre dynamique, une autre énergie, mais qui naît de ça au départ. Donc de toujours se demander, je pense, de toujours être connecté avec cette part de soi et d'authenticité, de se dire, bah en fait, qu'est-ce que je souhaite faire Oui, maintenant, d'où oui, ça vient pour aller où. Pour qui, pourquoi, et voilà, enfin, c'est ça. je sais que moi, je suis une personne qui se pose beaucoup de questions au quotidien, donc du coup, c'est confortable pour moi d'être dans cette forme d'interrogation.
mais ça me porte beaucoup pour justement, comme je l'avais évoqué en début du podcast, me rendre compte à un moment donné que là, je suivais pas mes rêves en fait. C'était pas de produire autant de choses sur les réseaux. Enfin, moi, faut savoir que des personnes qui écouteront peut-être, qui me connaissent depuis longtemps, moi, j'ai mis énormément de temps à m'inscrire sur Instagram. Je comprenais pas. Je me disais, mais en fait, à quoi ça sert? Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens sur... Pourquoi ils écrivent sur eux? À quoi ça sert? Du coup, j'ai dû essayer de comprendre ce réseau, essayer de voir en quoi, moi, à ma petite échelle, je vais raconter quelque chose, ça peut intéresser les autres. Enfin bref. Et je me suis pris au jeu. Et en fait, à la fin, je produisais des réels, je faisais des choses. Alors oui, ça donnait vie à ma créativité, j'y trouvais beaucoup de plaisir. Mais enfin, après, je me disais, mais en fait, pourquoi t'as fait ça? À chaque fois, je me disais, mais pourquoi? Donc voilà, toujours de trouver un équilibre, toujours se Et que rappeler. ça reste juste, en fait, que ça Ouais, reste juste. Donc tout ça, Virginie, est très très riche en tout cas d'inspiration. Et oui, et je voulais te parler de la psychogénéalogie parce que c'est un thème que j'adore. J'ai pas eu, j'ai été formée par rapport à la psychosomatique, à une partie de cette psychogénéalogie, mais je n'ai pas été au-delà. Je trouve moi, je suis admirative des thérapeutes en psychogénéalogie parce que c'est un travail de folie. C'est énorme le travail de recherche que ça demande, le travail, mais c'est passionnant. ouais, c'est un travail de fond. Et puis, faut vraiment que les personnes soient prêtes, en fait, à aller, voilà, faire ce travail personnel. Et puis, voilà, ça implique d'aller poser des questions, de faire travailler aussi les mémoires de nos parents, de nos grands-parents. Et puis, on remue plein de choses en ayant Ça, cette démarche-là. Mais oui, bon, ça libère, voilà, les mémoires passées et les mémoires à tellement. venir pour nos enfants. Ouais, Donc, ouais, non, et puis c'est passionnant. Moi, ce que je peux voir du point de vue du thérapeute, c'est de voir combien toutes les personnes ont une vie de famille, une histoire qui est incluse dans leur ADN, qui est passionnante. Donc quelqu'un qui va dire, ah bah moi, je sais pas, j'ai jamais rien fait, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis enfermée ou quoi. Bah viens, on va aller vraiment chercher dans ton histoire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois, il y a des personnes qui osent pas prendre leur place et être visibles parce que ça inclut dans leur ADN qu'à un moment donné, ça a pu être un danger, tout à fait. que ça les a mis en difficulté. Donc, de devoir se protéger, ne rien dire, ne pas être visible, de pas attirer les regards sur soi ou les jalousies ou n'importe quoi. Enfin, on peut aller très loin en étudiant tout Oui, ça. oui, oui. Et voilà, donc parfois on s'enferme dans un trait de caractère qui ne nous correspond pas. Ça fait Oui, juste partie de notre histoire et puis en osant justement creuser, on peut enfin se libérer et et, s'offrir. et aussi cette loyauté familiale invisible, dont certains souffrent sans s'en rendre compte, être loyal, Bien sûr. même à travers la maladie d'ailleurs, hein. C'est vraiment... moi, quand j'ai fait cette formation qui n'était que par rapport à l'aspect psychosomatique, Mhm. j'ai été mais fascinée. Et après, bon, comme on le disait au tout début, on ne peut pas se spécialiser dans tout. On a une Ouais. certaine énergie, on a certaines... Donc, c'était Mhm. pas mon aspiration. J'étais plus destinée à la thérapie, l'hypnose et la PNL, etc. Mhm. Mais c'est vraiment un pan de la thérapie que j'aurais aimé aller explorer, mais j'avais pas l'énergie, les moyens à l'époque aussi pour tout faire. Et c'est fascinant. Je suis assez fascinée par ce domaine. Moi, c'est Même, ce que j'essaie de mettre un peu en lumière dans mes romans, justement, à travers mes personnages, ouais, d'aller explorer un peu ce qui a fait qu'à un moment donné, elles vivent cette expérience-là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en amont dans leur histoire et essayer de transformer les choses en y mettant de la lumière, parce que je trouve que dans la vie, c'est ce qu'on fait, parfois même sans le savoir. ouais, Et on prend des choix parfois qui nous dépassent et puis on y met un peu plus de conscience plus tard et on comprend pourquoi et ça c'est devient ça. une évidence. Et Mm. voilà, je trouve que la lecture, ça a ce pouvoir-là parfois. Oui, 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 On est un peu au cœur de qui on est et de nous comprendre. oui. En tout cas, merci Virginie pour toute cette richesse que tu nous as apportée sur ce podcast. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec toi, de te connaître davantage et puis de trouver ces points communs dans notre sensibilité. En fait, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans les gens qu'on interviewe, mais c'est vrai que systématiquement, je retrouve des points similaires en fait dans notre sensibilité. Et Avec plaisir. merci infiniment.
pour ce temps que tu nous as accordé. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot pour nos auditeurs? Alors, je vais partager ma phrase fétiche qui me permet toujours de mettre de la lumière dans tout ce que je vais expérimenter. C'est il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin. Donc voilà, de mettre un peu cette joie, donc voilà, l'audace de la joie, même parfois on vit des moments difficiles, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et ben voilà, de la laisser émerger et de nous ramener beaucoup de vie. Je crois que la joie, faut qu'elle soit au Oui, cœur de tout maintenant. on l'oublie bien trop souvent. Mm, c'est vrai. En tout cas, Merci. merci pour toute cette brillance que tu m'as apportée aujourd'hui et ce partage très inspirant. Merci. C'est un plaisir partagé. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans 15 jours